Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots. Ce soir, le numéro 61, avant-dernière émission de la saison 1 en compagnie donc de la team. Bonsoir Sonia, bonsoir Séraphine. Bonsoir. Bonsoir Flo, bonsoir tout le monde. Et merci à vous d'être avec nous, on l'a dit, donc pour cette émission avec Marissa Rachel qui va venir nous présenter donc son livre La fille du poulpe, faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. On va avoir l'occasion d'avoir une chronique de Sonia. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Alors là, j'ai adoré. Je ne connaissais pas cette collection. Et franchement, là, j'ai commandé les autres tomes. Marissa a fait le tome 2, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est toute une enquête avec un monsieur, on va dire, qui s'appelle son nom. Ah, je recommence, on est vendredi. Qui s'appelle le Poulpe. Voilà. Enfin bref, vous saurez tout dans ma chronique. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants, bien évidemment. Nous aurons donc pas d'extrait de Marie, encore une fois, on s'en excuse, puisqu'il y a quelques petits soucis techniques, donc le temps de les régler. On s'excuse auprès des auteurs qui viennent, qui n'ont pas d'extrait, mais Marissa a accepté de nous lire justement un extrait de ce livre. Nous aurons la question de l'invité, bien évidemment, et nous aurons le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marissa? Marissa, elle est vraie, elle est solaire, elle est douce, elle est terrible, mais en même temps, elle est libre. Elle a sa liberté, ses libertés, et ça se voit, ça s'entend, et ça se lit. Et c'est voilà, c'est un package très très agréable, et j'ai hâte de notre petit moment. Je dirais que c'est même un roman à elle toute seule. Oui, ça c'est sûr. Eh ben, en tout cas, c'est ce qu'on vous propose de découvrir ce soir, donc dans cet épisode de 61. Et je vous rappelle bien évidemment que cette émission, Entre l'encre et les mots, vous pouvez la retrouver chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30. Vous flashez ce QR code et vous arrivez sur l'émission, en sachant que, attention, on l'a dit, hein, l'émission, ça c'était la saison 1 qui se termine, donc on l'a dit tout à l'heure, mercredi prochain, et qu'à partir de la saison 2, vous pourrez retrouver toutes les émissions sur la page YouTube de Entre l'encre et les mots, ainsi que sur la page Facebook. Vous verrez tout à l'heure le lien s'afficher en bas de votre écran, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de recevoir Marissa Rachel. Et sur déroulement de tambour, bonsoir Marissa. Bonsoir et merci à toute l'équipe de me recevoir. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Eh ben, on est ravis également de te recevoir, on l'a dit, pour nous parler donc de plusieurs casquettes que tu as. On va avoir l'occasion d'en parler, mais surtout pour ce livre, on l'a dit, La fille du poulpe, la collection La fille du poulpe, et le titre Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Donc effectivement, ça donne le ton. On en reparlera dans quelques instants. Donc tout d'abord, merci à toi d'être avec nous. Tu connais le principe de l'émission. Les gens sont en train de nous regarder, ils vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, avec tes mots à toi, peux-tu nous dire qui est Marissa Rachel? Alors, j'ai pris mes notes, je me suis dit au cas où je bafouille ou quoi que ce soit, mais je devrais Bon, on a commencé, tu peux. En ce qui concerne ma présentation. Donc, je m'appelle Marissa Rachel, je suis née en 1976, je suis auteure, photographe, je suis également journaliste pour le petit journal du coin, plutôt grand journal du coin, par où j'habite, et j'anime également des ateliers d'écriture à Perron, à la Discover Room, et dans la Drôme. Donc voilà, en gros, ça, ce sont pour mes casquettes. En ce qui concerne mes écrits, je vais pouvoir dire, ça s'inscrit plus dans du dirty réalisme, dans le sens où tous mes personnages, en fait, ont du vécu. Ce sont souvent des personnages cabossés et qui ont vraiment des vies un peu bancales. Mais j'ai également, quand même écrit une comédie romantique. Et le but, c'est vraiment d'expliquer un petit peu par le biais de mes romans, par moment, la vie ne peut pas toujours toute rose, mais du coup, je vais faire passer mes messages, et cetera, par le biais de mes romans. Ça, c'est en ce qui concerne mes écrits. Voilà, en gros. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. On le redit, tu as plusieurs casquettes, et ce que je te propose, c'est de parler de la première, puisque tu es aussi, pour ceux qui te connaissent, photographe. Est-ce que tu peux nous parler de cette casquette? Et comme tu disais tout à l'heure, ça tombe bien vu la chaleur. Oui, plusieurs casquettes. Quoique la chaleur ici, il fait 20 degrés, donc ça va, quoi. On n'est pas en canicule. Alors, mon métier de photographe, je rencontre donc je ne suis pas photographe d'art, je suis photographe pour des gens,
majoritairement des femmes qui ont besoin de se réapproprier leur image. Et je vais leur permettre de leur montrer à quel point ces personnes-là sont belles vraiment à l'intérieur. C'est vraiment la photographie, une photographie d'âme, vraiment. Et ce sont des personnes, comme je disais, qui manquent de confiance en elles. Du coup, elles vont se voir différemment. Elles vont se voir réellement telles qu'elles sont, c'est-à-dire vraiment très belles. D'accord. Bah, ce que je te propose, effectivement, puisque en préparant l'émission, on a choisi quelques photos, bah, c'est que un petit peu de nous en parler et on va voir un lien Oui. circulaire en bas qui est le lien de ton site internet où on peut retrouver l'ensemble de ton univers, qu'il soit livresque ou photographique. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ces photos? Alors, je vais faire plusieurs. Je fonctionne sous forme de forfait. Donc, il va y avoir des forfaits découvertes. Il va y avoir du boudoir pour celles qui ont envie de faire du boudoir. Pour les artistes, comme là, c'est La Belle au Bois chantant, par exemple, qu'on voit à l'écran actuellement. Je fais des photos. Ben voilà, ça c'est le boudoir, par exemple, hein, vraiment. Donc, tout en sensualité, jamais vulgaire, toujours très doux. Et vraiment pour sublimer le corps. Là, on va être plus sur une sorte de lifestyle. Donc, c'était une personne qui aimait beaucoup la photo et je trouvais que le côté vintage, justement, ça lui correspondait bien. Donc, j'ai toute une malle avec plein de fringues aussi que je propose à mes clients et clientes et je vais leur permettre de s'habiller peut-être différemment de qu'elles ont l'habitude de s'habiller d'ordinaire et de leur montrer une autre facette de leur personnalité. Il va y avoir aussi pour les bah, là, c'est par exemple, là, c'était vraiment plus artistique, on va dire. C'était, oui, là, c'était vraiment un chouette moment avec cette personne qui on voulait vraiment c'est vraiment transmettre des émotions par le biais d'une image. Pour moi, une photo, ça raconte une histoire. C'est pour ça que c'est vraiment lié avec, l'écriture quelque part. Moi, il faut Oui. vraiment quand les gens voient une photo, dans leur tête, ils s'imaginent tout un tas de choses et c'est ça qui est vraiment chouette dans ce métier-là, j'aime beaucoup. C'est plus mon côté lumière. La photo, c'est vraiment le côté lumière. Ben là, on est sur du boudoir, encore une fois, hein. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'au début, mes clientes sont très timides. Souvent, j'ai des femmes très, très pudiques qui n'ont jamais osé se mettre en petite tenue ou des choses comme ça. Et puis, lorsqu'elles font une séance boudoir, en fin de compte, elles se disent, mais waouh, mais en fin de compte, je suis très, très belle. Mais je lui dis, bah oui, effectivement, tu es belle. Et du coup, il y a une sorte de... il y a une barrière qui s'effondre. Et là, elles s'épanouissent complètement et elles prennent confiance en elles, vraiment. Ça, Eh c'est ben, vraiment écoute, en tout chouette. cas, J'adore mon métier. En tout cas, c'est une très très belle casquette que tu as et on voit le site internet qui circule en bas de cet écran et je vois qu'il y a pas mal de questions. René qui nous dit effectivement, comme eux tout le monde, bonsoir et tirez profit de ce qui va être dit dans cette émission. Donc vraiment merci René d'être avec nous. Passionné aussi d'écriture et vraiment un passionné de l'émission qu'on remercie à chaque fois pour sa présence comme une deuxième personne qu'on va voir dans quelques instants. Mais il y a Dominique qui nous pose une question intéressante qui dit Marissa, photo et écriture, est-ce que pour toi c'est le même combat? C'est lié. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi, la photographie, comme toute forme d'art, parce que j'étais plasticienne aussi, d'ailleurs, il y a un des portraits que je faisais à l'acrylique qui est juste là, c'est raconter une histoire. On va dire que peut-être la petite différence qu'il peut y avoir, c'est que dans mes écrits, je vais vraiment par moment, suivant les bouquins, dénoncer certains maux sociétaux. Par la photo, je vais sublimer l'humain. Vraiment, je vais lui donner une autre dimension. Mais c'est vraiment lié. C'est la photo qui raconte une histoire et après, il y a les romans qui, on les lit en fait. On lit les histoires et on les raconte. Mais c'est vraiment lié, ouais. D'accord. Laurent Alain, un deuxième passionné de l'émission, effectivement, qui nous dit bonsoir Marissa, avez-vous une casquette favorite? Non, enfin, je les aime toutes mes casquettes. Je vais du coup, mais je vais juste jongler d'une casquette à une autre. Mais lorsque je suis dans la photo, je suis à fond dans la photo, il y a pas d'écrit et lorsque je suis dans l'écriture, je suis à fond dans l'écriture et pas dans la photo, par exemple. Ça va être vraiment mais j'aime tous mes boulots, je les aime très, très profondément. Bah, sinon je les ferais pas comme je suis une personne très, très libre, j'écoute beaucoup mon instinct et j'ai toujours dit, par exemple, en ce qui concerne la photographie, le jour où j'aurai plus de stress, le jour où je ressentirai plus d'émotions, j'arrêterai. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier et je ressens toujours les mêmes émotions et toujours la même fierté et toujours la même reconnaissance envers mes clients et mes clientes qui me font confiance. Donc, je vais continuer à en faire jusqu'au jour où ça s'épuisera. Je pense pas que ça s'épuise, mais bon, on sait jamais quoi. Effectivement, Non, il y a c'est un vrai, commentaire qui j'avoue. dit
Merci beaucoup. Les photos sont juste magnifiques, comme les modèles qui passent devant l'objectif de Marissa, nous dit Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Sonia, qui sera dans quelques instants avec nous pour la chronique de ton livre, puisqu'on rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ton nouveau livre. Donc là, effectivement, on a vu les photos circuler. Donc encore une fois, merci à toi de les avoir choisies. Et justement, maintenant, on va parler de ta casquette écriture. Et Frédéric nous demande comment êtes-vous arrivé dans l'écriture, Marissa? Alors, j'ai toujours écrit. À partir du moment où j'ai su tenir un stylo, j'ai écrit. Pour moi, l'écriture était un exutoire, donc j'ai commencé toute jeune en écrivant des journaux intimes, comme beaucoup d'ados et d'enfants peuvent le faire. Après, je crois que vers 15 ans, j'ai écrit le début d'un roman, mais à l'époque, j'allais pas jusqu'au bout parce que je savais pas trop encore comment m'y prendre. J'ai été chroniqueuse pour divers magazines parisiens il y a 17 ans, 15 ou 17 ans. Mais l'écriture m'a jamais lâchée. Pour moi, c'est vraiment, il y a un côté très thérapeutique dans l'écriture. Maintenant, ça change parce que je prends de l'âge et de l'expérience aussi, donc je peux bifurquer, par exemple pour le polar vers des choses un petit peu plus différentes. Mais l'écriture, pour moi, c'est très, très important et j'ai toujours écrit, en fait. Vraiment. Combien de romans tu as à ton actif aujourd'hui exactement? À chaque fois, je me plante. 8, 9. À chaque fois, parce que j'ai fait des recueils de nouvelles aussi. Donc, je crois que c'est mon 8e ou mon 9e roman, celui-ci. Parce que comme le Kama Sutra lesbien, je ne le mets pas dans la même catégorie. Ouais, on va dire c'est le 8e. En gros, j'ai calculé, passé un temps, j'avais la chance d'être publiée une fois par an. Parfois, je vais en avoir 2 qui vont sortir une année, puis il y a une année où je ne vais pas en sortir. Mais en général, j'essaye de tenir un rythme d'une fois par an ou une fois tous les 2 ans. D'accord. Pas mal de commentaires qui arrivent, hein. J'essaye de les prendre au fur et à mesure et en fonction aussi de ce que tu dis. Donc, il y a Ghost Teaser qui est avec nous qui nous dit: Bonsoir Marissa, je suis ravi de pouvoir poser une question. Et j'ai vu effectivement qu'il a bien mis un commentaire tout à l'heure. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je rappelle que le but du jeu pour Marissa, c'est d'y répondre. Et j'ai vu Laura qui pose une question, qui nous dit: Cette liberté se manifeste-t-elle en dehors du cadre professionnel? C'est-à-dire? La liberté, c'est-à-dire ma liberté, comment je conçois moi la liberté, c'est ça? Dans le sens, est-ce que c'est juste dans le cadre professionnel ou personnel également? Alors, pour une fois que c'est pas les René ou Papy Lolo qui posent une question piège, Laura, si tu peux C'est pas juste piège, c'est juste effectivement. que je veux être sûre de bien répondre et de pas m'égarer, quoi, de bien répondre à sa question. Je veux vraiment être sûre de ce qu'elle est en train de Allez, Laura, si tu peux juste reposer ta question, comme ça on pourra y répondre. René qui nous dit: Dans vos photos, vous cherchez la beauté cachée, dans vos livres, c'est la noirceur. Quel contraste met toujours la vérité? Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Mais c'est un équilibre, hein, quelque part. J'ai trouvé un équilibre comme ça, hein, vraiment, hein. Oui. Les photos vues sont vraiment très belles et un regard, une posture raconte tant de choses que ça sublime la photo, nous dit Laurent. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu vois, ils sont en forme ce soir, les internautes, hein. Ouais, ça Et justement, tu parlais tout à l'heure de plusieurs livres, dont un, effectivement, qu'on va pouvoir présenter, Kama Sutra lesbien. Donc, on va en présenter 3 avant de présenter le tout nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler également? Parce que tu as plusieurs styles de plumes, on l'a dit tout à l'heure. Alors, le Kama Sutra lesbien, c'est une commande de la Musardine. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais chroniqueuse pour des magazines et en particulier Jeanne Magazine, qui est un magazine lesbien. Et la Musardine m'a contactée pour écrire un Kama Sutra lesbien. Et je ne voulais pas faire un Kama Sutra qui répertoriait juste les positions sexuelles, etc. Pour moi, mon but, c'était vraiment comme si c'était un petit peu une copine qui s'adressait aux femmes ou même aux hommes, hein, parce que ce bouquin est aussi à l'attention des hommes, pour leur expliquer comment, par exemple, du style, il va y avoir des questions du style comment rencontrer une femme, dans quel endroit rencontrer une femme quand on est une femme, comment se passent les premières relations intimes avec une femme, en particulier lorsqu'on est hétéro et qu'on sent qu'on va basculer. C'est vraiment, j'ai vraiment mis un ton très, très léger, vraiment comme si c'était une copine qui s'adressait à une autre copine. Et j'ai la chance d'être d'avoir eu comme illustratrice La Petite Bohème. Donc là, c'est la Musardine qui a choisi. Et La Petite Bohème a fait vraiment des illustrations magnifiques. Et du coup, il s'inscrivait dans la collection Oser.
Et dans la collection Osée, je m'attendais vraiment à avoir la collection Osée. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est des bonhommes avec des têtes toutes rondes, etc. Et moi, le mien, il va sortir un petit peu, c'est toujours la collection Osée, mais il va sortir un petit peu du lot dans le sens où il y a tellement des illustrations qui sont juste magnifiques. Et là, on va attaquer donc comment rencontrer une femme, il y aura le traité des caresses. On va avoir le safe sex également, parce que pour moi, c'était important qu'on parle de la prévention lesbienne, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Non, c'était vraiment une très belle expérience, parce que j'ai également demandé la participation de certaines personnes qui lisaient Jeune Magazine, etc. Donc, il y a des femmes qui m'ont posé des questions et que j'ai pu mettre dans le bouquin. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette de le faire. Ouais. C'était vraiment une très belle expérience. En tout cas, merci beaucoup. Et justement, Laura qui nous dit, oui, oui, c'est ça. Donc, tu avais commencé à bien répondre. Comment, en dehors de vos différents métiers, vous arrivez à vous sentir libre? Qu'est-ce que pour vous la liberté? Voilà. Alors, la liberté, déjà, moi, j'ai d'énormes problèmes en ce qui concerne les obligations. Donc, j'ai travaillé normalement comme tout le monde, hein, mais je sentais que c'était vraiment pas pour moi. J'ai besoin de me sentir libre dans ce que je fais, d'aimer ce que je fais, de le faire avec passion et puis vraiment avec les tripes. Sinon, je décroche complètement, quoi. Je vais pas être concentrée sur ce que je vais faire, etc. Donc, la liberté, c'est toujours d'écouter en fait mon instinct et d'aller où mon instinct me mène, en fait. Donc, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso, c'est comme ça, ouais, vraiment. Il y a un côté très anarchiste un petit peu. Ouais. D'accord. Bon, Sonia qui nous dit que c'est le seul livre qu'elle n'a pas dans sa bibliothèque, donc il va falloir y remédier. Ma chère Sonia, tu nous expliqueras tout à l'heure pendant ta chronique pourquoi, ce n'est pas normal. Ghost Teaser, qui est avec nous, qui nous pose la question, qui nous dit, avec autant de casquettes, n'avez-vous pas peur de vous perdre dans une de vos casquettes? Merci, Ghost Teaser. Et oui, merci. Alors, en France, il est vrai qu'un artiste, lorsqu'il a plusieurs casquettes, je parle en ce qui concerne les personnes, moi je sais que j'ai eu beaucoup de contacts, par exemple, qui ne savaient pas dans quelle catégorie me mettre. Ils me disaient, mais t'es photographe, mais t'es écrivaine, mais t'es qui? Moi, toutes les casquettes, en fin de compte, si on les regroupe, elles se rejoignent toutes parce que ça concerne l'art, la photo, l'écriture, comme j'expliquais tout à l'heure, l'écriture de chroniques dans le journal, ça rejoint un peu la photo parce que le but de mes chroniques, c'est de mettre en avant des gens qui font des choses, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est vraiment le but des chroniques, des articles que j'écris dans le journal. Donc, tout est relié quelque part. Et je ne peux pas me perdre parce que lorsque je suis focus sur un thème ou une casquette, en fait, je reste vraiment focus dessus. J'en dévie pas. C'est-à-dire, ça va être très difficile pour moi, par exemple, lorsque je suis en période d'écriture, de pouvoir prendre des clients photos. Je vais y arriver, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'il va falloir que j'arrive à sortir de l'écriture de mon bouquin pour me mettre dans la photo et vice-versa. Donc, Et justement, il y a une question intéressante. Est-ce que tu as fait une école pour la photo ou est-ce que tu as développé toi-même cette passion? oui, j'ai fait l'école de la vie. En fait, j'ai commencé, comme je disais, parce qu'en fait, au tout début, j'ai été négociatrice dans l'immobilier, j'ai été syndic de copro, j'ai été également assistante juridique, ça c'était en ce qui concerne ma vie d'avant. Et un jour, j'ai plus réussi, je me sentais pas épanouie dans ce que je faisais et j'ai décidé de me lancer dans les arts, pas la petite bête, hein, les arts à RTS. Et j'ai commencé en tant que portraitiste. Donc, je dessinais les gens m'envoyaient des photos et ils me disaient, voilà, j'aimerais bien avoir un portrait en acrylique ou bien alors au fusain, etc. Et j'ai la chance, on va dire, que la vie m'ait donné peut-être un petit don sans aucune prétention et ça fonctionnait relativement bien. Et j'ai été suivie par, je crois que ça s'appelait le tremplin artistique à l'époque. Et il y avait des photos qui sont tombées de mon sac parce que je prenais des photos, alors je parle d'un temps, hein, il y a 17 ans, donc c'était des photos qu'on faisait développer, etc. Et les photos tombent et la nana me regarde, elle me dit, mais est-ce que vous auriez pas plus d'intérêt peut-être à vous lancer dans la photographie? Voilà, je lui dis, je sais pas, je vais tenter le truc. Et je me suis lancée dans la photo. J'ai commencé en étant bénévole, en n'étant pas payée pendant plusieurs mois. Et j'ai vu que ça prenait. Je me suis dit, bon, on va voir si vraiment les photos sont belles. Si je fais payer et que les gens continuent
à venir me voir, ça veut dire qu'effectivement, je fais du bon travail. Et les gens continuaient de me voir, à venir me voir. Et là, j'ai commencé je suis complètement autodidacte, à me former par moi-même. C'est-à-dire, je regardais beaucoup de vidéos, j'achetais énormément de bouquins sur la photographie. C'est-à-dire, je me suis vraiment, on va dire, auto-éduquée quelque part. Et je voulais pas non plus, là encore une fois, il y a mon côté anard qui ressort, je voulais pas qu'une école non plus me bride. C'est-à-dire, j'avais peur de peut-être que si je faisais une formation ou quelque chose, que ça casse mon côté liberté de m'exprimer comme je le voulais, avec leur diagonale, leur machin, etc. Je fais non, non, moi je veux prendre des photos avec mon âme, je veux pas les prendre avec le calcul de machin, etc. Moi, ça me pétait enfin, voilà quoi, c'est pas mon délire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, par contre, parce qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Et puis, je me suis démarquée comme ça. Puis après, c'est vrai que j'attaquais, oui, il y a 15 ou 17 ans, à chaque fois, je sais plus très bien. Il n'y a pas de problème en tout cas. Effectivement, René nous dit vos photos sont comme vos livres, elles expriment tous quelque chose. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Un autre livre aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est celui-ci, Accommodé au safran. Est-ce que tu peux nous en parler, qui est une romance? Alors, celui-ci, ça a commencé tout bêtement. C'est avec une amie. On était en soirée, tout ça, etc. Puis elle me dit, ouais, t'es pas chiche de faire une comédie romantique à la Harlequin, champion de l'amour. Vraiment tout pas mon style, quoi. Et j'ai relevé le défi. Et du coup, bah, j'ai écrit, par contre, il s'agit de l'histoire de Marie, qui a une quarantaine d'années, qui est avec son mari. Et donc le mari, bah, c'est un mari aimant quand même quelque part, mais en fait, elle ne l'aime plus non plus. Donc elle va lui voir tous les défauts qu'il peut avoir et elle va s'enfoncer dans une sorte de dépression jusqu'au moment où ses amis vont aider Marie à sortir de cette dépression et vont lui dire, écoute, ta vie n'est pas terminée, c'est pas parce que tu as 40 balais que ça y est, tout est foutu. Si t'es pas heureuse avec ton homme, bah écoute, quitte-le, quoi. Et je me souviens que j'ai eu un lecteur ou une lectrice qui m'avait dit, mais t'as pas peur que les divorces augmentent à la suite de la lecture de ce bouquin? Je fais, bah, de toute façon, si les divorces augmentent, ce sera pas ma faute. Ça sera peut-être que la personne, en fait, elle aura pris conscience qu'elle devra vivre comme elle l'entend et pas rester avec quelqu'un qu'elle n'aime plus. Donc c'est vrai que le rôle du mari, quand même, Marie, Marie, il va très fort sur son mari, entre guillemets, mais c'est souvent le cas quand on n'aime plus quelqu'un, on voit tous ses défauts et du coup, il fallait retranscrire ça. Donc, je me suis vraiment beaucoup basée sur les témoignages que je pouvais entendre aussi, parce que j'ai toujours mon oreille qui se balade à droite et à gauche. Et j'ai voulu retranscrire l'histoire de cette femme de 40 ans et non pas une jeune midinette d'une vingtaine d'années qui va tomber amoureuse d'un prince charmant, très riche et célèbre. Non, non, on n'est pas là-dedans, quoi. Non, je rappelle, hein, on voit les liens effectivement qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et également sur ta chaîne YouTube. Donc vraiment, je vais laisser ça quelques instants, le temps que les gens le notent. Et il y a aussi un livre dont Sonia nous en avait parlé, Outrage. Ça aussi, c'est un livre qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que, avant d'en parler du dernier, tu peux nous en dire quelques mots également? Outrage, c'est le 2e tome d'une trilogie. Donc, si on devait résumer la trilogie de Rose, c'est la descente aux enfers d'une femme borderline. Donc, il y a le premier tome qui est Décousu, qui est sorti aux éditions 5 Sens. C'est écrit d'une façon comme si c'était un petit peu le journal intime d'une libertine. On voit pas trop encore qu'elle a ce problème qu'elle est à limite en fait. Et dans Outrage, elle va se retrouver avec un homme qui est abandonnique en fait, donc il y a un problème psy lui aussi, donc il va vraiment avoir une sorte c'est vraiment un amour mortifère. Et donc, elle va décrire petit à petit une sorte de dégringolade. Donc, il y a la première partie qui va être sur la relation très torturée des 2 personnages. Et je dis pas qu'il y en a un qui est plus torturé que l'autre, ils le sont tous les 2. Et la deuxième partie, ça va vraiment être un déroulé et une descente, parce qu'elle est sex addict également, et une descente vertigineuse vers les bas-fonds en fait de la sexualité, mais très trash en fait. C'est vraiment c'est déconseillé au moins de 18 ans, je dirais.
Mais et puis cette femme, mon héroïne, il faut noter qu'elle a été abusée dans l'enfance, donc elle a été violée, donc elle a vraiment subi un choc post-traumatique, etc. Donc elle ne pouvait pas se construire normalement. Et le troisième volet, c'est état limite, où là, il va plus y avoir le côté donc de son enfance, comment elle a vécu son enfance, ce qui s'est passé avec son père, ce qui s'est passé avec sa mère. Il y a également l'enfermement psychiatrique. C'est vraiment 3 bouquins à lire pour voir la dégringolade de cette héroïne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous parler de toute ton actualité livresque. Et justement, il y a une question par rapport au livre que tu présentais juste avant sur Accommodé au safran qui demande est-ce que on peut dire que c'est un Bridget Jones en plus réaliste? Ah oui, peut-être. Peut-être, il y a un côté un peu comme ça, même si j'ai pas regardé tous les Bridget Jones. Il me semble que j'ai dû en voir un seul. Oui, on va retrouver de l'humour. Il est un peu plus, par moments, c'est vrai que l'héroïne, même moi, quand j'écrivais le bouquin, j'avais envie de la secouer, de lui foutre des claques en disant: «Putain, mais réveille-toi, quoi, fais quelque chose, reste pas dans cette prison dorée, en pensant que tout va s'arranger, rien va s'arranger». Et c'est beaucoup plus réaliste. Oui, c'est exactement ça. Il y a un côté vraiment très réaliste. Parce que vraiment, je me suis vraiment basée sur ce que certaines femmes pouvaient vivre, ouais. Ouais. On remercie effectivement Séraphine pour cette question. Je le vois est en coulisses et sera avec nous tout à l'heure, puisqu'on rappelle que tu es avec nous, Marissa, pour nous parler de ce livre, La fille du poulpe. Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Avant de recevoir Sonia pour la chronique, est-ce que tu peux nous en dire également 2-3 mots? Alors là, je vais déjà commencer par remercier du fond du cœur Sergueï Dounovets, qui est mon directeur littéraire, donc chez Moby Dick, qui m'a contacté pour me dire, bah voilà, est-ce que ça te dirait d'écrire Une fille du poulpe? À noter que La fille du poulpe, on va dire que c'est la suite pour toutes les personnes qui connaissaient Le Poulpe, qui est sorti dans les années 95 et qui était dirigé et dont Jean-Bernard Pouille a écrit le premier tome. Et du coup, là, il y a sa fille qui va prendre la relève, donc il s'agit d'un polar. Et dans La fille du poulpe, comme dans Le Poulpe, chaque auteur a une Bible qu'on doit suivre. Donc, on savait qui était l'héroïne, où est-ce qu'il fallait commencer, comment il fallait construire le bouquin, etc., le physique qu'elle pouvait avoir. Et ça a été pour moi une expérience vraiment formidable. Je ne remercierai jamais assez Sergueï d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais pu écrire un polar, mais beaucoup plus tard, parce que je lis énormément de polars, mais j'aurais peut-être pas écrit un polar tout de suite, en fait. Et ça a été génial. Donc là, il s'agit de Gabriela, qui a 24 ans, qui est née dans la prison de San Pedro, en Bolivie. Donc, elle a eu une enfance très difficile. Et elle va, grâce à Pedro, qu'on va retrouver dans Le Poulpe également, qui est un personnage du Poulpe, grâce à Pedro, elle va arriver en France et elle va être aux côtés de Gabriel le Couvreur, qui était le Poulpe dans les années 95, mais qui a vieilli. En fait, il doit avoir plus de 60 balais. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de lien entre ma Gabriella, qui a 24 ans, qui a son vécu, etc. Donc, elle a une très grande maturité. Et le Poulpe, boomer, avec ses propres idées, qui comprend pas trop comment les jeunes fonctionnent aujourd'hui. Et il y a une sorte d'amour, mais je vais pas dire amour vache, parce que c'est vraiment, ces deux-là sont très très complémentaires et ils s'aiment très fort, etc. Et ils vont mener des enquêtes sur des faits, sur des meurtres ou sur des faits sociétaux, en gros. Eh bien, écoute, ce que je te propose, on rappelle que tu es avec nous pour ce livre. Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. J'allais dire des canards, des connards sauvages, pardon. Et ce que je te propose, c'est de. Voilà, c'est pour ça que j'ai la ref. Ce que je te propose, c'est de recevoir donc notre chère amie Sonia, croqueuse de livres. Notre chère Sonia, de livre, Sonia Robinard. Tu es avec nous pour parler de ce livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi aussi sur le livre Outrage dont on a parlé un petit peu avant? Parce que je sais que tu l'as chroniqué également. Tous les livres de Marissa, c'est à son image. C'est la liberté d'expression à chaque page qu'on tourne. Et à chaque fois, c'est un plaisir de la lire, même si quelquefois c'est très très dur. Et on en prend plein la figure en lisant. Mais à chaque fois, c'est un réel plaisir que de le lire. Merci.
Merci, Eh ben merci. écoute, en tout cas, merci à toi en tout cas. Et ce que je te propose, c'est de nous faire ta chronique de ce livre, donc La fille du poulpe. Pourquoi Marine, ex-flic, a été assassiné? Il était l'actuel patron du Billy Burger. Après avoir couru derrière les voleurs, il s'est reconverti en coureur de jupons. Pervers jusqu'à sa mort, c'est le derrière en l'air et à l'air qu'il a été retrouvé raide mort, la tête dans son four. Pourquoi? Mais surtout par qui a-t-il été tué? Gabriella, enquêtrice dans l'âme pour alimenter son blog, décide de mettre son nez dans cette affaire qui ne sent pas le steak grillé, mais bel et bien le cochon cuit à point. Avec l'aide de son comparse le poulpe, ils vont découvrir l'enfer. À la question « Miroir, mon beau miroir », qui est le plus perfide, le plus cruel, le plus pervers sexuel? La réponse n'est autre que toi, ô grand Marine, qui préfère promener son derrière nu comme un verre plutôt qu'avec son slip version marinière. Les victimes sont-elles devenues coupables? Un point c'est tout, un point c'est toi. Cette enquête se terminera donc par un jeu, set et match, et non par un point partout, la balle au centre. Car c'est bien dans la tête de Marine que les balles de match ont été retrouvées. Dès les premières pages, on reconnaît le franc-parler, ou plutôt le franc-écrire, de Marissa. C'est du elle tout craché, promis juré. Entre jeux de mots et chansons qui te restent en tête, Marissa a réussi à manier la plume comme on manie l'épée. Directe, franche et percutante, c'est une histoire, non pas sans fin, mais éprouvante qu'elle nous livre. Pour moi, c'est une totale réussite, ce roman. Merci Marissa pour ce moment de lecture. Merci. Ah, tu as dû avoir la Chatemi Cantare dans la tête à un moment donné. Ouais, ouais. Mais toutes les chansons, à chaque fois que tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, à chaque fois j'ai les chansons à prendre en tête toute la journée. Je sais, ne me remercie pas. C'est vraiment, je partage. C'est ça. Donc, non, à chaque fois, c'est un plaisir de te lire. Et là, franchement, j'ai pas été déçue non plus. Et voilà, quoi. Mais c'est du franc-parler, du franc-écrit, comme je dis. Et on reconnaît quand même ta plume. Et mais non, c'est un super bouquin que je recommande aussi. Comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Je suis pas Merci. objective, je pense. Oh, si, t'es très, non, mais si, t'es très, très objective. Non, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, perso. Hein. Vraiment. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de calembours. Il fallait vraiment qu'il y ait aussi des dialogues qui claquent. Comme je disais, je suis fan d'Audiard, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. À savoir que chaque titre, en fait, il faut que ce soit un jeu de mots où vraiment on a ce côté-là. Il y a l'école de l'Amérique pour Thomas Cantaloupe, le premier tome. On va avoir Ferry Bad Trip de Jean-Marie Paris. Donc à chaque fois, il y a des jeux de mots. Et pour avoir lu beaucoup de polars de la collection, franchement, moi je recommande la collection. Il faut qu'il y ait des collectionneurs parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour, ça fait du bien en fait. Vraiment, c'est des polars qui font du bien. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup Sonia. Et effectivement, tu disais tout à l'heure que ton franc-parler, c'était un petit peu aussi pour toi la liberté, la liberté d'expression. Et il y a justement Laurent qui nous dit, et pour vous, la liberté, est-ce que c'est écouter votre cœur en premier dans tous vos objectifs? Il y a le cœur, il y a l'instinct, il y a la raison par moment. Hein. Par exemple, alors professionnellement parlant, on va dire que lorsque j'ai des propositions professionnelles, de collaboration ou quoi que ce soit, je vais vraiment écouter mon instinct. À ce moment-là, je vais me dire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Mais je ne vais jamais laisser passer une opportunité. Je me donnerai toujours les moyens d'aller jusqu'au bout des choses pour les réaliser. Par contre, je me donne à fond. C'est-à-dire, je vais juste toujours au bout des projets. Après, ouais, non, je pense que j'ai vraiment besoin de m'écouter parce que si je ne m'écoute pas quelque part, de toute façon, je vais bugger, je vais pas réussir à faire quelque chose. Si on m'impose quelque chose, si on me dit, bah voilà, tu es obligé de faire ça et que j'ai pas envie de le faire, ça va être la cata, quoi. Ça, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Je suis comme ça vraiment. Et puis j'ai ce côté très. J'ai besoin de faire passer des messages, j'ai besoin de faire passer ma vision des choses. Puis après, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Eh ben, merci à toi en tout cas pour ton franc-parler et effectivement de nous livrer vraiment tes sentiments en direct avec nous ce soir. Et il y a Dominique qui pose également une question intéressante qui nous dit est-ce que vous êtes en contact avec les autres auteurs de cette série, Fille du Poulpe? Parce qu'elle demande, Magali Collet, qui fait partie des Louves du Polar, a écrit un épisode elle aussi, si je ne m'abuse. Exactement.
Martinique Dry, je crois. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas écorcher. Magali est une personne extraordinaire. Je suis contente de l'avoir connue. Et puis à chaque fois qu'il y a des salons, ou bien alors que, même s'il y a des interviews, etc., on va se retrouver. Pour moi, la collection La Fille du Poulpe, ça va plus loin qu'une collection. C'est une famille littéraire. C'est très fort. Par exemple, avec Jean-Marie Paris aussi, on a fait Barjac, festival de Barjac qui était génial. On a fait le festival du livre de mince, le festival du polar de Lens, où il y avait Sergueï, il y avait Ah Judith oui. Viard. Vraiment puis tous les auteurs, en fait, on se ressemble tous quelque part. On a tous un peu la même façon de voir les choses. C'est du délire. Franchement, c'est génial. Et Magali, je la conseille également parce que je l'ai terminé il n'y a pas bien longtemps et c'est un chouette polar également. J'ai même pas à dire qu'il y en a un que j'ai moins aimé qu'un autre, parce qu'on retrouve vraiment ce personnage à chaque fois et on est embarqué dans ses aventures et on n'a pas envie de les lâcher. C'est vraiment comme le Poulpe ou bien alors comme les San Antonio à l'époque, quoi. Mm. Ouais. Eh ben, ça nous permet de rebondir effectivement, hein, qu'on a dit Magali Collet qui fait partie des louves du polar. Et d'ailleurs, on rappelle, on a vu le lien circuler en bas, qu'à partir de septembre, l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube de Entre l'encre et les mots. Et on commencera, chère Sonia et Séraphine, cette saison 2 par un mois spécial, les louves du polar, où là, on aura l'occasion de vous dévoiler très prochainement la programmation. Mais en tout cas, on commencera, parce qu'il y a quand même de très très belles plumes, dont Magali Collet, effectivement, qu'on pourra découvrir. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, que ce soit sur ses livres en général, sur ses photos? C'est quand on veut être de bonne humeur le matin, on va sur la page de Marissa et rien qu'un petit post bonjour, ça part en live et puis ça te met de bonne humeur pour le reste de la journée. Voilà. Mais juste... Que vous avez fait pipi, caca aujourd'hui, machin et tout ça, et du coup, tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Même moi, je me fais auto-rire, donc voilà, quoi. Oui, parce que c'est vrai que régulièrement, pour ceux qui te suivent sur tes réseaux sociaux, Marissa, Facebook, Instagram, et on le voit également sur ta chaîne YouTube, tu partages des posts, bon, on va dire humoristiques, ou voilà, c'est comment on peut appeler ça? C'est ton humeur du jour? Oui, une sorte de coup de gueule. En fait, il y a une chose que j'ai vraiment voulu être, c'est rester authentique. Je ne voulais pas devenir une sorte d'artiste pompeuse. Je veux être accessible. Les gens, quand ils m'écrivent, j'essaye de répondre au maximum. J'ai vraiment besoin de créer une sorte de communauté et d'être accessible. Il y a des personnes qui me suivent depuis plus de 20 ans, à l'époque où j'avais même MySpace, et je trouve ça vraiment chouette parce que je me dis, s'ils continuent de me suivre, c'est peut-être cette authenticité-là qu'ils apprécient, et je veux pas ressembler à ce que je suis pas, quoi. Je préfère rester comme je suis. Après, on m'aime ou on m'aime pas, mais on m'aime. Oh merde, on m'aime, quoi. Moi, j'aime bien, c'est les Tata Janine ou les Pierre-Paul Jacques qui s'en prennent plein la figure. Oui, par moment, ouais, parce que par moment, ouais, quand je me vénère un peu toute seule, oui, je vais passer. Parce que j'ai des personnes aussi qui vont dire, ah, mais t'étais en colère. Mais non, quand j'écris des posts, je suis pas en colère. C'est plus je vais dénoncer des petites choses qui m'agacent avec humour, mais je suis rarement en colère. Sur les réseaux, ça sert à rien déjà d'être en colère parce que ça bouffe de l'énergie pour rien. Et puis après, je laisse mes contacts discuter entre eux. C'est limite si je pourrais pas leur proposer un café ou une binouse, quoi. Et je trouve ça cool, quoi. Vraiment. Justement, Ouais. il y a une question intéressante qui demande, c'est quoi ton dernier coup de gueule? Alors, j'ai vieilli. J'avoue, je me suis assagie avec l'âge. Qu'est-ce que pouvait être mon dernier coup de gueule? Tu m'aurais posé cette question-là il y a une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être que j'aurais trouvé. Mais là, je crois que je suis plus dans le côté un peu promotionnel de mes bouquins. Ça va pas être des coups de gueule, ça va être des petites constatations. Genre, tu vas à la piscine et puis tu te rends compte à quel point on a l'air con de faire des allers-retours continuellement pendant une demi-heure, 1 heure, alors que moi-même je le fais. Hein, donc, ça va être des choses que même. Enfin, c'est des choses que moi, par moment, je vais faire aussi, que je vais dire, putain, on a l'air ridicule par moment, quoi. Mais j'ai pas. Le dernier coup de gueule, il me vient pas là. C'est ça. Il me vient Excusez-moi. pas. Je sais pas, Sonia, mon dernier coup de gueule, tu sais ce que c'est? Non, le dernier vraiment truc, non, c'est quand tu t'es aperçu en fait que tu avais vieilli, tu te promènes dans la rue, puis tu as quelque chose qui te tilte, tu te dis en fait quand je faisais ça étant jeune, mais maintenant je supporte plus. C'est les petites choses comme ça, j'aime bien
Voilà, c'est au jour le jour, voilà, Ouais, il y a ça plus, tombe ouais, dessus, sur la quoi, en fait. c'est vrai Ouais, que je tourne beaucoup sur l'âge aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur TikTok, faut dire ce qui est vrai, et quand on bascule, oui, j'arrive aux 50 ans dans 6 mois, il y a un petit truc qui se passe, il y a la nostalgie qui revient aussi beaucoup, mais ce qui est positif, hein, il y a des bons moments et cetera, et comme les vieux, j'ai cette expression: «Ouais, c'était mieux avant, avant machin» et cetera, donc bah, les jeunes, Ouais. comme ils connaissent pas, pour eux, c'est leur génération à eux qui est bien. La nôtre, c'est ça. Est-ce que, comme certaines personnes, quand on passe de la bière à la tourtelle twist, on vieillit? Ah, mais ouais, prends ça, ça c'est le Séraphine. corps là. Là, c'est le corps qui dit: «Ouh là là, j'en peux plus là». Bon, écoute, il fallait bien que je la pose, en tout cas, Ah oui, effectivement. c'est Elle ça. était bien placée Euh, en plus. eh ben Bravo. voilà, ça c'est mon chic, ça, placer les Ça. mots Ouais. comme ça. Stéphanie qui nous pose une question, justement. Vous êtes libre et pourtant vous imposez une Bible pour la fille du pauvre. Est-ce que ce n'était pas trop compliqué pour vous? Alors, il y a les contraintes de la vie et il y a les contraintes littéraires et j'adore écrire sous contrainte. C'est-à-dire que je prends ça vraiment comme un jeu. C'est pas, ça a rien à voir avec avec des contraintes, enfin, que je pouvais connaître quand j'avais, une vie, «normale» entre guillemets. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette et d'ailleurs, même lorsque j'anime des ateliers d'écriture, il y a des contraintes aussi pour booster l'imagination, stimuler, la créativité et cetera. La contrainte, c'est quelque chose de différent et c'était très intéressant. Pour moi, c'est 2 choses différentes. C'était vraiment chouette. D'ailleurs, je conseille d'écrire sous contrainte au début quand on a des manques d'inspi, quoi. Vraiment, c'est chouette. D'accord. Mmh. Ok. René qui nous dit, Marissa, vous abordez le sexe, disons, nocif. Quelle est votre volonté profonde en écrivant vos textes? Alors, pour outrage, c'était pour montrer les conséquences que pouvait avoir, le viol, la pédophilie sur voilà, sur tout ce qui concerne les enfants et les conséquences qu'il pouvait y avoir sur la femme adulte, en fait. C'était moi, le but, c'est pas de dire que le sexe, c'est quelque chose de sale, que c'est non, loin de là. C'est pour dire, bah, voilà, par contre, quand il y a une femme qui est traumatisée ou même un garçon ou un homme, ça peut arriver également, il va avoir du mal à se reconstruire. Donc là, le sexe, il est pas pris de façon, comme une personne qui va pouvoir vivre sa sexualité normalement. Ça, c'était pour la trilogie, mais le reste, non, il y a aucun, il y a le sexe n'est pas quelque chose de nocif quand il est fait, avec amour, avec consentement, avec complicité et cetera. Mais moi, le but là, pour la trilogie de Rose, c'était vraiment de montrer les désastres et puis, voir à quel point on peut dégringoler très vite et montrer un côté, oui, effectivement, qui n'est pas beau de la sexualité parce que mon héroïne elle-même le vit pas bien tout ça. Hmm. D'accord. On a vu le post passer, hein. On peut retrouver ton site internet, hein. On peut retrouver l'ensemble de ta bibliographie, l'ensemble de tes photos et aussi bah, tout ce qui est ton actualité, tes ateliers d'écriture. Et justement, Sonia, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Outrage, je crois. Ouais, non, c'était même pas par Oui. rapport à outrage, c'était par rapport à état limite, Mmh. surtout. C'est c'est vrai que c'est dur hein, à lire hein, comme livre hein, quand même, hein. C'est vrai que il y a des passages très, très durs à lire, mais c'est que la vérité, en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des choses qui arrivent et souvent on se plaint, nous, dans notre petite vie, on dit: «Ah bah tiens, aujourd'hui, ah bah, j'ai mal ici, j'ai mal là» et ça. Mais quand on voit quelquefois ce que les gens subissent et du coup, c'est vrai qu'en le lisant, ça fait ouvrir les yeux quand même. C'est pour ça les livres de Marissa, en fait, sont tellement réels, donc j'aime le dire hein, quand même comme ça, et que du coup, oh, j'arrive plus à le Oui. dire le mot, enfin bref, notre vie, et voilà, et même si on a du mal à lire le livre, après on se sent mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je Eh ben, vais juste ajouter encore quelque chose, lorsque je vais traiter d'un sujet, je vais toujours faire en sorte de le traiter le mieux possible, de ne pas faire fausse route ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance, de pouvoir être, pour Outrage et État limite, d'avoir eu, on va dire déjà j'ai eu des témoignages de personnes borderline et j'ai également eu, des conseils d'infirmiers psy, de psychiatres, pour ne pas faire fausse route.
parce que je ne voulais pas qu'on me coince en me disant ah ben non, ça c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Pour état limite, il y a des passages dans un hôpital psychiatrique. Pour la faire courte, moi mon père a été enfermé en hôpital psy et lorsque j'étais gamine, j'ai dû lui rendre visite. Et à l'époque, bon, on ne sait pas quoi en faire, hein. Moi, j'ai vu vraiment l'enfermement psychiatrique. Ça m'a servi du coup pour écrire aussi. Et je voulais vraiment montrer ce que c'était, vraiment la réalité réelle. Donc, je me suis énormément documentée, j'ai vraiment énormément potassé pour ne pas écrire quelque chose de faux. Je vois pas l'intérêt, surtout que c'est des sujets quand même qui sont graves. Donc, il fallait vraiment que je me documente. Mm. C'est- Ah, non, je pensais que tu avais fini, pardon. C'est Oui, bon? non, oui. Oui. Pardon, non, oui. C'est pas de, ce que Non, je veux dire, c'est pas de la provocation gratuite. Je provoque jamais Non. gratuitement. Je provoque pour secouer, pour faire réfléchir, mais pas la provocation pour provoquer. Je vois pas l'intérêt, en fait. ouais, c'est un peu comme nous dit René, la difficulté de ne pas tomber dans ce qu'on appellerait le voyeurisme. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci René, en tout cas, merci beaucoup. Justement, Laurent nous dit se laisser imposer des choses dans la vie, n'est-ce pas quelque part une sorte de liberté de ne pas dire non? Attends, mon cerveau, il essaye de Je pas te remets la s'imposer. question, il la Merci. fallait, elle est là, Alors, c'est bon. se laisser Alors, se laisser imposer. imposer les choses dans la vie, n'est-ce pas quelque part une sorte de liberté de ne pas dire non? Tu as 2 heures. Ouais, merci. Vous êtes là encore vers 23h30, se laisser imposer des Mais choses. écoute, comme je t'ai dit, on n'a pas d'heure de fin, nous, hein, N'est-ce pas quelque part on une te laisse sorte répondre. Et tu vois, je suis tellement sympa que je te mets en plein écran pour qu'on t'écoute. C'est pas, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ça, c'est le petit pic que j'avais demandé, n'est-ce pas? N'est-ce pas quelque Exactement. part une sorte de liberté? C'est pas une liberté de ne pas dire non? C'est pas putain, attends, se laisser imposer des choses dans la vie, n'est-ce pas quelque part une sorte de liberté de ne pas dire non? C'est pas une liberté de pas dire non? C'est pas une liberté? Bah, la liberté, c'est de dire non comme dire oui. Donc après, voilà, si on t'impose des choses et puis que tu sens qu'au fond de toi, bah, tu te dis bon, ça va, ça c'est des petites contraintes, mais pour faire plus, non, je vais y arriver, tu vas voir. Je vais retomber comme un chat. Genre, tu l'anniversaire de Tati Huguette, tu trop pas envie d'y aller parce que bon, tu te dis ouais, je vais me faire chier, etc. Mais tu sais que Tati Huguette, quand même, elle t'aime bien. Bah, tu vas y aller, même si t'as pas envie d'y aller. Donc, c'est quand même une On liberté. sait jamais on sait jamais si tu es sur son testament. Vaut mieux y aller. Ouais, d'abord, suivant l'âge qu'elle a et suivant ses biens, vaut mieux y aller, quelque part. Mais oui, après, il faut savoir aussi pas blesser les gens qu'on aime. Il y a des concessions à faire dans la vie. Je dis pas que ma liberté, c'est de foncer et puis de faire tout ce que moi j'ai envie. Non, il y a quand même l'entourage, il y a les proches, il y a les amis, il y a la famille. Il faut faire attention à tout ça aussi. J'espère que j'ai bien répondu. Bah, en tout cas, tu disais tout à l'heure que tu avais l'habitude d'aller à la piscine faire des allers-retours. En tout cas, Ouais, tu il était brasses bien. bien, en tout cas. Là, J'ai un peu ramé là quand même, un chouille, hein. là, Ça va. la brasse, elle était bien, en tout cas. Merci beaucoup. Bah, écoute, en tout cas, excusez-moi, je vais peut-être écorcher votre nom, mais on va l'afficher. Je pourrais laisser Sonia le dire, parce que c'est la spécialiste des mots compliqués. Alors, cher monsieur Lokis Montaigne, qui nous dit en tout cas que tu es très doué, en tout cas, pour que ce soit dans l'écriture, j'imagine, ou dans tes photos. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle juste, puisque je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent, que tu es avec nous pour nous parler de ce film. Donc, la collection La fille du poulpe, faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Est-ce que tu accepterais de nous lire un extrait? Avec le plus grand des plaisirs. Voilà, et Au effectivement, le hasard, je l'ai commentaire pas génial, préparé du Mérissa. tout. J'ai Mais pas pas du tout, préparé. pas du tout. Du tout. J'ai mis mon petit post-it Alors, parce que je me suis dit, alors attends, parce qu'il faut que j'arrive à voir avec mes yeux de yeuve. attention, Alors, tu vas passer la tourtelle Twisto aussi dans bientôt, pas longtemps. putain, non, pas longtemps, oui, je pense. Oui. Alors, il faut savoir que dans La fille du poulpe, ça commence toujours par un fait sociétal ou par un meurtre, par un crime. Et le deuxième chapitre, Gabriella va attaquer à la Sainte-Scolas, qui était le bar également du poulpe. Et également, il va falloir qu'elle arrive à convaincre le poulpe de se joindre à son enquête. J'ai mis ma petite lampe. Comme quand j'étais en pension dans le lit, là, sous la couette, je mettais ma petite lampe. Donc là, c'est le chapitre 6. Par contre, vous m'arrêtez à un moment donné, parce que moi, je ne vais pas m'arrêter. Hein.
Non, vous me dites, ouais, stop, ça suffit. Allez, ça va. Chapitre 6. Les délires du pouvoir. Morphée a sodomisé mon cerveau toute la nuit. Maux de tête carabinés. J'ai la nausée. Pas si bon que ça, le champagne du Charclot. Je me lève tant bien que mal. Je suis sur les rotules. Assis sur le bord du lit, la tête dans les mains, les pieds sur le sol, et tchic-tchac en han. Je repense à l'empafé d'hier. Il n'a pas fini de tourner sur orbite, ce gros con. Esprit de l'escalier. J'aurais dû le choper, lui faire goûter à ma lame, rien de tel pour entamer une véritable discussion. J'enrage. En 2024, les femmes sont toujours mal considérées. Hystériques lorsqu'elles ouvrent trop leur gueule, vulgaires lorsqu'elles emploient 2-3 mots argotiques, gouines lorsqu'elles fument des cigarillos ou des roulés. Bon, ce dernier point ne me dérange absolument pas, car je suis à voile et à vapeur. La femme doit rester discrète, bien se comporter, fumer des vogues menthol en crapotant, ne pas boire d'alcool ou seulement du Kir Royal. Elle ne doit jamais être bourrée, juste pompette, et elle doit surtout rire aux blagues graveleuses de certains hommes. J'enrage, et quand j'enrage, il faut que j'écrive. Écrire pour nettoyer ce qui doit être conchié. Mon article bonus se met en place doucement dans ma tête. Je m'arrête là, parce qu'après je vais spoiler. Ah, d'accord. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour cet extrait. Donc, de La fille poulpe, faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Donc, vraiment, merci pour cet extrait et le petit pas de danse, tchaki-tchaki-tchak. Sonia, tu vas l'avoir en tête. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, je vais l'avoir dans la tête. Voilà. Voilà. Mais Et justement, c'est comme ça qu'est-ce tout que le long tu du peux nous livre. dire sur cet extrait? Et c'est comme ça tout le long du livre, en fait. Donc, c'est ça, c'est même pas drôle, parce que du coup, tu as une chanson, et après, tu passes à une autre, et après une autre, et jusqu'à la fin du livre, c'est comme ça. Ah, on est passé dans le top 50 quand même. Voilà. Ah, bah, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est les tubes du moment. Voilà. Un petit peu, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on rigole, et puis on suit une enquête quand même sérieuse, mais on rigole en même temps. C'est ça qui est bien. Ouais, elle va dénoncer, en fait, ce qu'elle va dénoncer, Gabriella, dans mon bouquin, elle va dénoncer la violence faite aux femmes. Elle va dénoncer la précarité dans les grandes villes. Elle va parler de la colline du crack. Il va vraiment y avoir quelque chose de... Ouais, il y a l'enquête et quelque chose, on va apprendre quelque chose. C'est-à-dire que la précarité, beaucoup de Français ne s'imaginent pas que, elle est là, juste au coin de la rue. Et elle est présente. Et c'est ce qu'elle dénonce, Gabriella, en fait. Elle va dénoncer tout ça. Et le harcèlement au travail aussi. Harcèlement au travail, exactement. Ouais, tout à fait. J'ai vu ton commentaire, Sonia. Juste avant, j'aimerais bien qu'on voit pour la question de l'invité, si ça vous dérange pas. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter la question de l'invité. Jingle. Alors, la question de l'invité, que ça, je recommence. La question de l'invité est septembre pour la saison 2. Moi, j'ai passé à la tourtelle aussi. On appellera ça effectivement le passage de relais. Là, ce mercredi, nous avons reçu Calmel pour son le. Ah, il bug. Flo, il a bugué. Ouais. Allô, Flo. Donc là, il va me poser la question par rapport à Mireille Calmel, donc par rapport au livre. Donc voilà, je comble Flo le temps que tu reviennes. Donc Mireille était là pour nous parler de son livre. Donc c'était un roman historique avec une enquête et les bas-fonds de Venise au moment du carnaval. Et c'est vrai que là, on passe par les orgies, la fête et des moments très durs aussi où quand il y a les enfants qui se font rôtir, les petites choses comme ça. Et donc elle se venge en fait. Elle est nonne la journée et vengeresse entre guillemets. J'aime bien dire le mot vengeresse la nuit. Et elle séduit les hommes pour mieux pouvoir les tuer après. Donc voilà. Et franchement, c'est du Mireille, quoi. C'est tous ces livres historiques et en même temps passionnants. Elle m'a donné envie de le lire. Hein. Je pense que je vais me le prendre, celui-là. Ouais. Voilà. Franchement, ils sont bien. Ouais. Elle est adorable en plus. Et puis, c'est vrai qu'on a passé un bon moment aussi avec elle. Donc, voilà. Mais comme avec tous les invités qu'on reçoit, en même temps, je ne vais pas dire le contraire. Hein, donc, Et oui. Non, mais, moi, elle m'a beaucoup touchée. Ouais. C'est vrai, j'ai regardé son passage. Ça m'a énormément touchée. Et ouais, ça a l'air d'être une chouette femme.
vraiment une chouette Oui, personne. Ouais. voilà. Ouais, tout à fait. Donc, comme ça, mais c'est vrai que son livre, voilà. Je qu'est-ce que ah oui, c'est Séraphine, je voyais son Et message, jolie bouche en cul de poule, Flo, qui avait buggé en cul de poule. oui, bah, Voilà. excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai été déconnecté. C'est parce que je me moque trop de mes collaborateurs, donc effectivement, ça bug. Voilà, Donc c'est ça. effectivement, je ne sais pas si vous aviez présenté effectivement ce livre donc de Mireille Calmel, Le masque et la lame. Et ce que je vous propose justement, bah, c'est d'écouter la question de Mireille. J'en ai plein parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui explore beaucoup de facettes et qui apporte beaucoup de choses aux gens dans des manières différentes. Moi, je la lis et je la lis depuis déjà pas mal d'années. Et mais en fait, j'aurais envie de lui poser plein de questions. J'aurais envie de lui demander, je sais pas. Comment est-ce que tu arrives à prendre soin de toi pour pas te laisser engloutir par la noirceur que tu explores, parce que c'est quelque chose qui me touche. J'aurais envie de lui demander, je sais pas moi, qu'est-ce que aussi par rapport à la photo, qu'est-ce qu'elle aimerait offrir aux personnes qu'elle photographie, comment voilà, en fait, j'ai plein. Je crois que je crois, ma chère, c'est que j'aimerais bien qu'on se rencontre en fait. Donc voilà, bah, peut-être celle-ci, mais après c'est vrai que dans l'état sans limite, l'état limite, dans J'ai tangué sur ma vie par exemple, j'aurais envie de dire, bah, lequel de tes livres qui est peut-être est celui qui reste le plus proche de toi aujourd'hui. Pourquoi parce qu'ils sont très différents et ils sont pas nourris des mêmes choses, et en même temps on retrouve la même essence, on retrouve la même envie d'aller vers les gens. Ouais, c'est un peu ce qui me ressemble. Voilà. Donc donc je brûle des questions en fait. À choisir, tu choisis. Voilà donc pour cette magnifique question de Mireille Calmel, hein, qui était avec nous, on le rappelle, ce mercredi, pour nous présenter son livre justement, Le masque et la lame. Marissa, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors moi déjà, elle m'a beaucoup émue et c'est quand elle veut pour qu'on se voit, il n'y a aucun problème, avec le plus grand des plaisirs. Donc comme j'expliquais, comment expliquer? Dans mes bouquins, j'essaye de retranscrire le plus possible le vrai, d'y mettre beaucoup d'émotions également pour que ça puisse parler. En particulier, bah, pour État limite, Outrage, J'ai tangué sur ma vie. J'explore vraiment la nature humaine, toujours vraiment dans un souci de vérité. Je vais également romancer des parcours de vie, et non pas romantiser. J'insiste bien sur ce point-là. Je vais romancer, des témoignages ou même ma propre vie, de façon à ce que ça puisse vraiment résonner chez les lecteurs et les lectrices. Alors effectivement, il y a quelques passages violents, mais c'est juste une vérité, comme l'a très bien dit en plus, tout à l'heure, j'en perds mes mots, je suis désolée. Comme l'a très bien dit Sonia tout à l'heure. Et le bouquin que je vais pas dire le mot préféré parce que je déteste ça, parce que c'est vraiment un peu tous mes bébés, mes livres, mais le bouquin qui me tient le plus à cœur, bon, à part, faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages, parce que là, c'est un polar, c'est différent. Ça va être J'ai tangué sur ma vie, parce que vraiment, je me suis basée sur l'histoire de mon père qui est mort d'alcoolisme. Et pour moi, c'était vraiment une preuve d'amour pour lui demander pardon, même s'il est décédé aujourd'hui, pour lui demander pardon de ne pas avoir compris que l'alcoolisme est une maladie, et qu'il n'était pas lâche parce que quand j'étais gosse, je partais du principe qu'il était lâche parce qu'il arrêtait pas de boire, etc. Mais non, ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, si j'avais eu la chance peut-être d'avoir un bouquin comme ça entre les mains, j'aurais vu les choses différemment. Donc après, en ce qui concerne la photo, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le but, c'est de prouver aux gens qu'ils sont beaux, vraiment beaux. Et puis comment je fais pour garder la tête sur les épaules. J'ai la chance d'être très, très bien entourée par mes amis, par mes enfants qui me soutiennent énormément. J'ai cette chance-là, et je les remercierai jamais assez d'exister. Et puis voilà.
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et pour les ateliers d'écriture, encore, ça va être différent pour les ateliers d'écriture. Pour moi, les ateliers d'écriture, ça va être une transmission. C'est prouver aux gens. Alors, je vais pas leur apprendre à écrire, hein. Je suis pas du style à dire, je vais vous apprendre à pondre un roman, etc. Non, ils savent écrire puisqu'ils savent lire. Et puis, comme ils ont la passion des mots, s'ils poussent la porte d'un atelier d'écriture, c'est pas pour apprendre à écrire, c'est pas ça. C'est pour leur prouver que tout le monde est légitime à écrire à partir du moment où on en a envie. Mais souvent, dans les personnes que je rencontre, c'est oui, j'aimerais écrire, mais en fin de compte, je sais pas, je fais des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, etc. J'y arriverai pas. On s'en fout de tout ça. Le but, c'est de cracher ce qu'on a dans le ventre et c'est de s'amuser avec les mots aussi, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'écrire du sombre, hein, loin de là. On peut écrire des trucs très burlesques, très drôles, etc. C'est de s'amuser. Je vais pas apprendre à écrire aux gens. Je vais juste leur booster leur créativité, leur imagination et leur prouver qu'ils peuvent écrire n'importe quel style de bouquin. Vraiment, c'est ça mon objectif. Et tu le fais pour les ados aussi, les ateliers d'écriture comme Alors, ça. ouais, je fais pour les ados ça, hein. également, et là, c'est chouette Ouais. aussi pour faire pour les ados. Alors, comme je leur explique, hein, on n'est pas en cours de français, loin de là. Et on va dire que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite différence entre les ados et les adultes. Les adultes, je suis obligée de les déconstruire quelque part dans leur écriture, de les pousser à se détaboutiser. Ça ne se dit pas, mais je fais ce que je veux, je suis écrivaine. J'apprends des mots, j'aime bien martyriser la langue. Tandis que l'ado, il va être beaucoup plus, à partir du moment où on lui laisse la liberté de s'exprimer, qu'on lui dit ici, tu as le droit de dire tout ce que tu as envie de dire, sans lui mettre de barrière ni rien. Ils te pondent des trucs, mais que moi, ça m'est arrivé d'éclater de rire, de fondre en larmes, de dire waouh, mais c'est des choses extraordinaires. Mais ils avaient au début cette petite appréhension de dire oui, mais je fais des fautes, machin. Et moi, je vais les pousser après en leur disant, mais si tu fais des fautes, t'inquiète pas, parce que moi aussi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Lis. En fait, le seul conseil que je peux éventuellement donner à ceux qui aiment écrire, c'est de beaucoup, beaucoup lire pour apprendre à formuler des phrases, à avoir plus de vocabulaire. Et après, tout coule de source. Et c'est chouette. Et je remercie 1000 fois du fond du cœur Mireille. Et je le répète encore une fois, Mireille, si tu m'écoutes en ce moment, c'est quand tu veux pour qu'on puisse se voir et qu'on se prenne un petit apéro. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à Mireille pour sa question. Merci à toi, Marissa, pour la franchise et la réponse. Vraiment, merci beaucoup. Il y a un commentaire qui dit bonsoir. C'est Anteva qui aime ce vent de liberté que partage Marissa. Dominique qui revient sur l'extrait que tu as lu tout à l'heure qui nous dit Marissa, vous lisez très bien en plus des autres casquettes que vous avez. Laurent qui nous dit ça donne trop envie. La force de quelques mots qui vous captent en 2-3 secondes, trop forte, Marissa. René qui nous dit une battante, Marissa qui partage. Et enfin, l'envie d'écrire est une liberté qui nous fait voyager en toute liberté, qui nous libère des contraintes. Poète ce soir aussi, notre cher ami Laurent. Eh bien, écoutez, merci pour cette réponse. Et avant d'écouter le portrait de Séraphine, je rappelle que ce mercredi, dernière émission donc de l'année, captez bien l'horaire, c'est exceptionnellement, ça sera à 21h. Pourquoi ? Parce que, effectivement, Stéphanie Pérez étant journaliste chez France Télévisions et correspondante internationale, elle sera sur France 2 à 20h, donc mercredi prochain. Donc, elle ne peut pas être avec nous à partir de 19h30. Donc, notez bien l'adresse. À partir de mercredi, c'est à 21h. Elle viendra nous présenter La ballerine de Kiev aux éditions Récamier, un livre qui a eu le prix Cultura 2024, le prix des lecteurs Cultura 2024. Sonia, en quelques mots pour Marissa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre ? C'est un livre bouleversant en fait. Ça se passe dans un ballet d'opéra, donc en Ukraine, et ils s'entraînent pour un futur opéra. Et la guerre est déclarée. Ils pensent en avoir pour quelques jours seulement à descendre dans les caves, remonter, s'entraîner, et jusqu'au jour où en fait ils restent dans les caves et ils peuvent plus s'entraîner. Et il y en a qui vont se mettre aller au front, et d'autres qui vont essayer de continuer à vivre et de survivre surtout. Et voilà, ça on suit tout un groupe et surtout un couple en particulier de danseurs étoiles. C'est un livre bouleversant. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. On n'a qu'à écouter, on le rappelle, le mercredi. Et Marissa, quelle serait la question que tu as envie de poser à Stéphanie ? On est bien d'accord, Stéphanie, à la base, est journaliste sur le
terrain, etc. hein, c'est bien ça, hein, on est bien Oui, d'accord. hein. Parce que on j'ai est bien regardé d'accord. quand même pas mal de petites interventions qu'elle voulait faire. Et oui, j'ai une petite question pour toi, Stéphanie. C'est est-ce que tu utilises la fiction comme une arme pour dire des vérités que le reportage ne peut pas révéler? Est-ce que ça t'aide à faire passer euh, des messages différemment par rapport à ton métier de reporter? Voilà ma question. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette question qui, on le rappelle, lui sera donc diffusée donc en direct ce mercredi 30 juillet à 21 h. J'insiste encore une fois sur cette heure-là. Donc les filles, dernière émission de l'année, vous voyez, ce sera la plus tard de l'année, mais en tout cas, voilà, venez poser vos questions en direct à Stéphanie, elle y répondra, j'imagine, avec autant de franchise que Marissa ce soir. Donc vraiment, merci Marissa pour tes réponses. Et ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir justement notre chère amie Séraphine Matin. Tout de suite, Séraphine. Séraphine Matin. Grillé. Je l'ai Bah fait avec justement, subtilité grillé. pourtant, hein. Vraiment. Bah justement, on s'en grille une. Justement, ça va être le moment de la pause pour certains, effectivement. Chère Séraphine, on va pouvoir t'écouter dans quelques instants, mais qu'est-ce que tu peux nous dire dans quelques mots sur ce live? Ah, super, c'est un super moment. Encore une fois, quelque chose de très détendu, très détente, sans langue de bois. Et ouais, c'est chouette, ça change. Et petit message pour toi aussi. À la tienne. Mais écoutez, c'est le moment. Je rappelle, effectivement, c'est le moment de tête-à-tête. Je rappelle, effectivement, Marissa, qu'elle est avec nous pour ce livre La fille du poulpe. Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Nous vous écoutons. Oui, Marissa, je te remercie. Je te remercie pour ce moment. En coulisses, c'était un plaisir. Normalement, j'essaye de prendre des notes, mais en fait, entre deux sourires, deux fous rires, ça a été compliqué pour moi. Merci, ça fait plaisir à entendre. Non, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Et j'ai plein de petites questions. hein. Je ne vais pas non plus prendre trop de temps. Je vais essayer de poser les principales. Mais c'est vrai que je suis très intriguée par la trilogie de Rose. Mhm. Et parce que tu as en fait, tu as un parcours littéraire où on sent, j'ai l'impression que tu as évolué en même temps que ton écriture, que ça a été de quelque chose de très libéré, libre et libéré, à quelque chose de plus profond, puis à quelque chose de plus romance, enfin ta romance, donc de plus drôle, on va Léger, dire, ouais. puis finalement, voilà, plus léger. Aujourd'hui, le polar, donc j'ai l'impression que ton écriture, elle évolue en même temps que toi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense que parce qu'en fait, mon tout premier bouquin, c'était Another Me, donc c'était sur le parcours d'un jeune garçon transsexuel qui va raconter donc son parcours. Et moi, le but, c'était de montrer aux personnes cisgenres le parcours de ce jeune garçon, et que vraiment, ils le voient comme un jeune garçon et non pas comme un garçon manqué, ou comme une fille manquée, ou comme une fille manquée, entre guillemets, comme on dirait, quoi. Et petit à petit, après, quand j'ai écrit la trilogie de Rose, je me souviens que par le biais de la photographie, lorsque j'avais attaqué, j'avais eu beaucoup, parce que les femmes se livrent énormément à moi au moment de faire des shootings, et j'avais eu des femmes qui ne se connaissaient pas entre elles et qui avant shooting, m'avaient parlé qu'elles avaient été abusées par leur père ou leur oncle, etc. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure aussi, j'ai eu mon père qui a été interné en hôpital psy, etc. Et tout ça, dans ma tête, je me disais, il faudrait en faire quelque chose. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que c'est par le biais de la photo qu'il faut que je passe mes messages? Et puis, à l'écriture qui est vraiment... où là, j'ai été publiée, où j'ai fait des chroniques, etc. Je me suis dit, c'est peut-être l'écriture qui va m'aider à dénoncer tout ça. Et je me suis vraiment plongée dans l'histoire de ma Rose parce que ça me tenait à cœur et que j'avais besoin de donner la parole à ces femmes qui ont été violées lorsqu'elles étaient enfants.
Et parce que moi, j'ai entendu des femmes qui, clairement, elles ne se connaissaient pas entre elles, qui m'ont dit, mais moi, je pensais que c'était normal quand j'étais petite. Je ne savais pas que c'était pas bien. Donc, comment faire pour retranscrire tout ça? Et ben, Rose est arrivée, et Rose a été quand même un personnage qui était très envahissant lors de la trilogie, en particulier pour Outrage et État limite. Elle me laissait pas dormir, elle chuchotait dans mes oreilles, il faut écrire ci, il faut écrire ça, par rapport à tout ce que j'avais entendu, tout par rapport à tout ça. Il fallait pas que je laisse refroidir tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire, oui, sombre, mais j'ai eu des témoignages de femmes qui m'ont remerciée à la suite de ça en me disant je me sens moins seule. Et merci beaucoup d'avoir eu le courage d'écrire ce que tu as écrit. Et pour moi, ça a été le plus beau des témoignages qu'on puisse me faire, parce que c'était ça, c'est leur donner de la visibilité en fait à ces femmes-là, en gros. Donc c'est pour ça que cette noirceur-là, et puis je pense que j'étais beaucoup plus jeune aussi, j'avais peut-être des choses aussi à faire sortir, et puis maintenant, effectivement, je prends de l'âge, je m'assagis, j'ai peut-être fait sortir un peu la majorité des démons qui étaient à l'intérieur de moi. Et maintenant, oui, je suis sur une littérature un peu plus légère, mais on va dire légère, mais j'ai toujours quand même des choses à dire, et des choses qui me restent en travers de la gorge. Et aujourd'hui, je vais les faire passer avec humour, c'est-à-dire je vais faire passer mes convictions, etc., avec beaucoup d'humour. Mais du coup, le message, il est passé. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, mais le message passe. Et comment tu as réussi à cohabiter, à coexister avec Rose? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle était vraiment prenante, comme tu viens de le dire, qu'elle te chuchotait même carrément à l'oreille. Elle était totalement avec toi, elle te dirigeait même. Comment tu arrivais à cohabiter avec cette femme qui devait être, qui devait pas avoir une énergie très, 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 très pure, quoi. Alors, elle n'était pas très... Comment tu as réussi? Alors, c'est vrai qu'effectivement, elle n'avait pas une énergie très pure, entre guillemets, mais il n'y avait rien de... Elle me secouait pour que j'aille au bout, quelque part. Tu vois, il y avait un truc où lâche pas, lâche pas, lâche pas, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et du coup, ça m'a boosté pour écrire, pour aller jusqu'au bout de cette trilogie. Donc non, même si c'est un personnage fictif, je lui dis merci quelque part d'avoir apporté son témoignage et de m'avoir aidé à me documenter, à comprendre, et puis à raconter son histoire. Parce que l'histoire de Rose, c'est l'histoire de malheureusement beaucoup de femmes qui vont vivre des choses différemment, c'est-à-dire qui vont pas être sex addicts ou des choses comme ça, mais qui vont vivre vraiment cette dégringolade et cette... ce côté de ne pas se reconstruire après de tels abus. Et ça, on n'en parle pas assez. Ça va être tout de suite, on va pas écouter, ou des choses comme ça. Et moi, le but, c'est pour ça que c'était important aussi qu'on ait la parole de l'enfant, Rose, qui va raconter tout ce qu'elle a vécu avec son père, et sa mère aussi, parce que la mère, elle est à moitié tarée aussi. Ça, on va l'apprendre dans État limite après, par la suite. Oui, où tu reviens du coup en arrière pour tout ce qui n'a pas été dit. Mais c'est vrai que, moi, ça m'a vachement interpellée, ça, parce que je me demande comment tu te débarrasses, parce que du coup, elle t'a aidé aussi à grandir. Donc, je peux pas dire comment tu t'es débarrassé d'elle, mais comment on se sépare d'un personnage comme ça, quand on se sent envahi, quand on se sent pratiquement possédé. Comment on dit au revoir à une femme comme ça? On l'écrit. Et le fait de l'écrire, c'est on le met quoi. Du coup, tout ce que j'ai mis sur papier, elle a plus besoin de me le chuchoter. Donc, petit à petit, voilà quoi, on s'en détache. De toute façon, tous mes personnages sont toujours présents avec moi quelque part. Mais après, ils appartiennent aux lecteurs et aux lectrices. Ils m'appartiennent moins à moi. Donc, en fait, je m'en libère comme ça. À partir du moment où le bouquin il est publié, il est dans les mains de la maison d'édition et lecteurs et lectrices. Et ben voilà, il va raconter, va raconter ton histoire aux lecteurs et lectrices à ce moment-là. Donc, d'où la trilogie par rapport au one shot, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas fini, tu n'avais pas fait le tour, elle avait besoin que tu sentais qu'il y avait encore à en dire, et qu'à partir du moment où la trilogie a été achevée,
Ah oui, ça y est. Oui, Ça je y passe est, le tout je est passe le relais aux lecteurs et tout est lectrices. dit. Après la trilogie, il y a un côté Oui. un peu irréversible, le film. C'est-à-dire, j'aurais peut-être dû commencer par Mmh. État limite D'accord. pour après, mais je voyais pas l'intérêt de construire le bouquin comme ça. Pour moi, j'aime bien aussi, chambouler, le Mmh. lecteur et la lectrice et je sais que dans Décousu, qui est un petit peu plus léger, on sent déjà qu'elle est pas bien. On sait déjà qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Mais j'ai eu énormément de lectrices et de lecteurs, enfin des lectrices qui se sont beaucoup reconnues dans le personnage de Rose dans Décousu, par exemple. Et j'ai trouvé ça très bien. Puis petit à petit, après, elles se sont posées des questions. Il y avait des. Ouais, c'est la. On les chamboule. Le but, c'est de. Moi, mes lecteurs et mes lectrices, je les prends pas pour des cons. Pour moi, ce sont des personnes très, très intelligentes, etc. Et ils savent et elles savent très bien que par moments, elles vont être un petit peu, ou ils vont être un petit peu chamboulés. Pour moi, c'est comme ça que je prends mon rôle d'autrice, en fait, ou d'auteur. Oui. Je voulais parler aussi forcément avec toi un petit peu de sexualité parce que entre l'érotisme, le borderline et puis des propos et des héros qui parlent toujours très crus et très librement. Et tout à l'heure, je t'ai entendu parler de cisgenre. Tu parlais aussi dans un de tes romans justement du transgenre et le fait de ne pas d'être mal dans son corps. Je me suis rendu compte en faisant des recherches aussi que à aujourd'hui, finalement, toutes les sexualités, toutes les identités trouvent leur nom. Et du coup, est-ce qu'on t'a jamais demandé de faire un dictionnaire justement pour les néophytes? Parce que ça Je me demande devient si ça un existe pas, ouais. grand... Je me demande si ça existe pas déjà, en fait. Je me pose la question, là, en même temps que tu me poses cette question. Je pense que ça doit exister. Il faut savoir que moi, je fréquente toutes les communautés, donc LGBTQIA+, j'ai eu fréquenté le milieu libertin, le milieu BDSM. Moi, le but, c'était de m'ouvrir à toutes les communautés pour voir tout ce qui pouvait se faire pour après, de toute façon, ça m'enrichit personnellement et ça enrichit également mes écrits. Donc effectivement, je vais employer, puis j'ai la chance d'avoir deux grands-enfants aussi qui me tiennent à jour, bon, ils ont 25 et 27 ans, qui me tiennent à jour un petit peu des nouveaux termes, etc. Donc de façon à pas être trop has-been. Mais pour moi, le but, ça serait effectivement que demain, on soit tous des humains et des humaines, sans mettre que des humains, entre guillemets, sans mettre un genre ou une sexualité. On est nous, le reste, point barre, quoi. Mais je pense que même si moi, je vois qu'il y a une évolution en 20 ans, j'ai vu une énorme évolution. Quand je parle avec des jeunes, ils ont l'impression que ça va très lentement. Je leur explique, n'oubliez pas d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Il y a une évolution qui est immense. Mais je peux comprendre que pour eux, ça va doucement, parce qu'ils voudraient aller encore plus vite, ce qui est tout à fait logique. Je suis passée par là moi aussi, en fait. Donc les dictionnaires, il faudrait que je regarde, mais je me demande si ça n'existe pas déjà, peut-être en milieu fermé. Mais ouais, je pense que ça doit exister. Ah, peut-être. Oui, parce que justement, ne serait-ce que dans ton Kama Sutra lesbien, où tu dis justement que tu voulais pas que ce soit ni un manuel, ni du voyeurisme, que ce soit simple, enfin voilà, que ce soit bien, que ce soit fluide. Et je te vois bien justement dans ta façon de parler, d'écrire, je verrais bien quelque chose qui soit justement facilité. Ouais, vas-y, je vais demander, je vais écrire à la Musardine, je leur dis, vas-y, je vous fais un dictionnaire et tout, en mode copine, je vais vous Mais expliquer les termes. oui, J'ai c'est une belle ça, mise à jour c'est à plus faire, hein, ça. parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les termes, il y en a énormément qui sortent et de plus en plus. Donc, il Oui, faudrait que ce soit une mise à jour presque annuellement, il faudrait mettre une mise à jour à chaque fois des nouveaux termes qui sortent. Donc, moi, à mon merci, époque, c'est quand bien ce qui me j'étais semblait. gamine, ouais, il y avait juste les homos, les hétéros et les bis. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup Oui, plus voilà. étalé, ouais, il y a plus d'étiquettes. Ouais. Et vivement que ces Oui, étiquettes, on arrête d'en donner et qu'on vive comme j'aime on a bien le envie de terme. vivre, en fait. Le terme étiquette, c'est exactement ça. C'est comme de toute façon, il faut tout ranger. Ben, là, on met tout dans les pots. Avant, il y avait 3 pots, c'était simple. Maintenant, il y a tout. Ben, C'est très, ouais. la gamme a explosé. Et Ouais. du coup, la question toute bête, c'est voilà, je suis une femme hétéro, à la sexualité plutôt basique. Du coup, je suis quoi? Bah, t'es une hétéro cisgenre, quoi. C'est Cisgenre, c'est ça. voilà. Voilà. Une Cisgenre, ça veut hétéro dire c'est une cisgenre. personne qui est en phase avec son genre, et cetera, qui a pas de enfin, voilà, tu es une femme, tu t'acceptes en tant que femme, puis voilà. C'est Cisgenre.
Moi, au tout début, quand j'avais écrit à nos heures mis, le terme qu'on employait il y a 17, 15 ou 16 ans, c'était des personnes biologiques. Nous, on était des personnes biologiques. Tu vois, c'était un terme, par exemple, qui maintenant, on le dit plus du tout. C'est presque, c'est surtout pas le dire. On est des cisgenres. Et puis, ouais, il a fallu vraiment que je me tienne vraiment beaucoup à jour. Puis le fait de fréquenter la communauté à l'époque, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais c'est vrai que c'est mieux vaut avoir moins de termes et puis que les gens, ils arrivent un petit peu à se dire, bon, ben ok, puis on n'a même pas besoin de s'étiqueter à la rigueur. On va pas aller voir une personne en disant, ouais, t'es quoi, t'es hétéro, t'es homo, t'es Oui, c'est cis. ça. On s'en balèque, quoi, à la rigueur. On est qui on est. Enfin, foutez-nous la paix, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait dans le lit, on n'est pas savoir dans quel genre. Après, ce qui est plus facile, effectivement, moi, ce que j'ai appris après avec le temps, c'est même pour les non-binaires, etc., c'était pour ne pas froisser la personne, savoir le pronom qu'on devait utiliser. Ça, c'était important pour moi que je sache, par exemple. Donc, si une Oui. personne arrivait, je disais, ben voilà, dans quel pronom tu vas te mettre, que je sache et que je ne te féminise pas ou que je te masculinise pas si toi, tu as décidé d'être de tel ou de tel côté ou d'aucun des côtés, quoi. Oui. Il y avait le respect. Peut-être qu'il se détermine tout seul aussi, c'est-à-dire que si effectivement tu fais une erreur, je pense exactement comme à l'époque où les homos te disaient non, non, c'est voilà, non, moi je suis Je suis plutôt. pas intéressée, ouais, je vois, je suis plus de, Voilà, oui. Et après, le fait, non, c'est de c'est moi. l'entendre. Le but, c'est de l'entendre et de ne pas insister. Mm. Si, par exemple, on voit une personne qui, biologiquement, par exemple, est née fille, mais que cette personne se qualifie en tant que garçon, ne pas insister en disant elle, ne pas employer le prénom qui ne lui correspond pas. C'est-à-dire, pas une fois qu'on a fait, au début, peut-être qu'on a fait une maladresse, si la personne dit, bah non, je m'appelle comme ça et je suis il, par exemple, c'est de pas insister en disant elle, en disant ah ben, je suis désolée, j'ai des problèmes peut-être pour percevoir tout ça. Non, enfin, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est, comme elle se définit, et de ne pas la juger. La personne a le droit d'être qui elle a envie d'être, d'aimer qui elle a envie, et puis voilà quoi. Pour moi, ça c'était important Oui. en fait. Ce serait plus sain aussi. Et c'est pour ça que, ouais, voilà, en pelote, c'est pour ça que Ouais. je te verrais bien là-dedans, parce que je trouve que cette fluidité, cette facilité, typiquement là, à m'expliquer, à utiliser les bons mots, mais à comprendre aussi que je t'en demande la signification et que, bah oui, c'est Oui. normal. Et, Oui, c'est juste donc, ça. ouais, c'est vrai que. Et ça a toujours été comme ça. Tu as toujours eu cette facilité de dialogue et de parler comme ça, de tout. Parce qu'en fait, ce qui me. Bon, moi, peut-être dans mon éducation, mais ce qui me dérange un petit peu, entre guillemets, c'est que le fait de parler de plus en plus ouvertement de ça, j'ai peur qu'on perde un petit peu aussi l'intimité de la sexualité, l'intimité de la relation avec l'autre. Tu parles le fait d'en parler ouvertement dans les livres ou d'en parler ouvertement. En général, dans les Alors, livres ou en général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas du tout choqués comme on pouvait l'être, et quelque part tant mieux. Mais d'une autre côté, c'est aussi une liberté qui, je trouve, nous éloigne un petit peu de la pudeur, de l'intimité, de ce qui faisait que être avec quelqu'un, c'était quelque chose qui nous appartenait. Et c'était le petit jardin secret. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu le jardin secret en étiquetant tout ça et en le rendant normal. Qu'on le juge pas, ça c'est une évidence, et ça je supporte pas ça. Mais qu'on l'affiche alors que ça devrait être quelque chose qui reste du jardin secret. Et moi j'ai un petit peu cette peur-là. alors, Qu'est-ce que tu penses de ça? en ce qui concerne les jeunes, pour en fréquenter quand même pas mal, c'est vrai qu'il y a deux catégories. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de pudeur qu'avant. Niveau, ils vont pas parler d'abord, ils vont. Alors, je parle de ceux que je connais, puis après, il y a plusieurs catégories d'ados, effectivement, mais il y en a qui vont, à la rigueur, ne pas avoir envie de parler de sexualité, que ça va les gêner, etc. Et ça, il faut le respecter. Et il y en a d'autres qui vont en parler plus ouvertement, mais même les relations intimes, ça va se passer beaucoup plus tardivement. Bon, il y a une chose que j'ai décidé de ne faire, c'est de ne jamais anticiper sur les questions que les gens, que ce soit des ados ou des adultes, pouvaient me poser. C'est-à-dire pas parler ouvertement de sexe si une personne en face, je me suis rendu compte avec le temps que ça pouvait gêner des gens qui étaient très pudiques et qui n'avaient pas spécialement envie de parler de sexualité. Donc là, après, c'est dire, bah voilà, il y a des moments où je vais pouvoir en parler parce qu'on me pose des questions, mais sinon, on peut avoir d'autres sujets de conversation que le cul, quoi. Et c'est vrai que je vois que petit à petit, il y a moins de
ça tourne moins autour du sexe, etc. On a moins de ces trucs-là. Et après, je pense que les étiquettes, c'est plus pour ne pas faire mal. Je reviens, c'est pas sur la sexualité là qu'on parle, c'est sur le genre. Donc là, c'est plus pour ne pas faire mal à la personne, en fait. C'est plus pour ça qu'il faut être un peu curieux et puis ne pas juger et puis accepter la personne telle qu'elle peut être. Et puis, ma foi, si elle, Oui. c'est lui dire, ben voilà, si je t'apprécie, je m'en fous de ton genre, je m'en fous de savoir qui tu aimes, avec qui tu sors, etc. Moi, c'est toi en tant que personne que j'apprécie, quoi. Mais je suis contente que du coup tu me rassures aussi que les adolescents d'aujourd'hui ont gardé quand même cette pudeur et ce besoin de garder des choses pour eux, même si du coup ils ont plus de facilité à en parler par cette ouverture-là qui fait qu'ils ils auront moins peur d'être pardon, ils auront moins peur d'être jugés lorsqu'ils en parlent, mais ils pourront quand même le garder pour eux. Moi, je Donc, vois c'est l'évolution vachement quand même rassurant. chez les ados. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a, alors je déteste ce mot, mais je vais l'employer, il y a beaucoup de tolérance. J'aime pas le terme de tolérance dans le sens où c'est un mot qui ne devrait pas exister, tolérance. On devrait tous s'aimer, Non. entre guillemets, s'apprécier, puis après, on a le droit de ne pas aimer certaines personnes, mais de se respecter. Et vraiment, il y a vraiment une ouverture d'esprit chez les jeunes, c'est-à-dire qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. Mais par contre, moi, des souvenirs que j'en garde de quand j'étais gamine, je me rappelle que les premières relations intimes, ça pouvait être 14, 15 ou 16 ans. On en parlait ouvertement. Et s'il y avait une copine qui n'avait pas couché avec un gars, à la rigueur, elle était oh là là, mais t'es hyper. Enfin, voilà, quoi. Il y avait un truc où il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas le consentement. Aujourd'hui, c'est génial. Il y a ce consentement où un garçon va quand même demander l'autorisation à une fille. Enfin, moi, à mon époque, le garçon, s'il avait envie de sortir avec une fille, il lui roulait un patin, il ne demandait pas est-ce que j'ai le droit de. Donc, il y a vraiment une. Non, Moi, je trouve est-ce que je peux mettre mes mains là? Ouais, non, mais ouais, il y avait. Là, aujourd'hui, il y a vraiment une. Moi, je la vois, l'évolution, quand même. Je la vois. Je trouve. C'est chouette. Ouais, c'est pas pareil que. Il y a plus de respect vis-à-vis des femmes. Ce qui concerne les hommes, par exemple, même les jeunes garçons, il y a un côté féministe, mais ils ne vont pas dire qu'ils sont féministes. Pour eux, c'est normal. Ils n'ont pas besoin d'employer le terme de féministe. Pour eux, une femme et un homme, c'est égaux, point. L'homosexualité, il n'y a aucun problème. C'est la transsexualité qui a un peu plus de soucis peut-être, et un peu plus de mal encore, mais petit à petit, ça va venir. Ah, c'est chouette. Mais ma dernière question, du coup, elle va être sur l'ado, Marissa ado. Qu'est-ce que tu dirais à Marissa ado aujourd'hui si tu la croisais et qu'est-ce que tu penses qu'elle te répondrait? Alors, Marissa ado est toujours à l'intérieur de moi, donc on a des conversations très régulièrement ensemble, on va dire. Alors déjà, je pense que, pour être beaucoup plus terre à terre, je pense que je ne lui dirai rien. Parce que si je lui disais quelque chose, j'aurais peur que ça ait une influence sur ce que je suis aujourd'hui. Donc, du coup, à part lui dire, prends confiance en toi, suis ton instinct et écoute-toi. Si elle devait me poser des questions en disant, oui, mais il va se passer quoi en 2020, machin, je me tairais parce que j'aurais trop peur qu'après, elle décide de ne pas faire. Parce que j'ai vécu d'énormes galères. Hein. J'ai même été SDF quand j'avais une trentaine d'années. Donc, j'ai vraiment vécu certains trucs qui m'ont permis d'évoluer aussi quelque part. Si je lui dis les choses, elle ne va pas les faire. Donc, du coup, peut-être que je ne serai pas là en face de toi pour pouvoir te parler, tu vois. Oui. Donc, je ne lui dirais peut-être pas grand-chose, à part prendre confiance en elle, c'est tout. Ouais. Ah, c'est chouette. Super, ça me va. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à Marissa pour la franchise de tes réponses et ce portrait préparé par Séraphine. Merci beaucoup. Sonia, je voyais que tu mettais quelques commentaires aussi, si tu veux rajouter quelque chose à ce qui a été dit. Ouais, donc Marissa, pour moi, elle sera jamais has-been. En même temps, elle est hors du temps, Marissa, c'est... Voilà. Et donc, il existe bien un lexique sur Internet. J'ai été vérifier pendant que vous parliez. Il existe avec une vingtaine de mots dedans pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai été vérifier. Il me semblait bien. Pour moi, c'était logique que ça sorte. Et encore 20 mots, il n'y en a pas beaucoup. Non. Hein, mais je pense qu'il va y avoir... un lexique sur Internet. Ouais. C'est pas ta plume, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai, merde, il va falloir que je lui mette. Hein. C'est ça. Et comme on a l'habitude de dire effectivement dans cette émission, tout ce qui est dit dans cette émission doit être fait. Hein. Donc si tu dis que tu feras un lexique, mais avec 21 mots, mais tes mots à toi, avec tes explications, on le prendra effectivement.
Ouais. Voilà. Voilà. En tout cas, Avec des une mise à jour commentaires chaque année. avec une mise à jour chaque année. Donc chaque année, il faudra revenir dans l'émission pour en parler. Ouais. Avant, en tout cas, merci Marissa. On rappelle que tu étais avec nous ce soir pour nous parler de ce livre La fille du poulpe, qui est la collection La fille du poulpe. Mais pour le livre, faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer, avant de rappeler rapidement qui c'est qui viendra la semaine prochaine? Moi? Oui, C'est moi, c'est à moi? oui. Achetez, il ne faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages, mais achetez-les beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si vous l'avez déjà acheté, vous l'achetez encore une fois et vous l'offrez parce que ça me fera trop plaisir dans mon cœur. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Marissa. On l'a dit et on le redit en tout cas pour ta franchise, tes mots, ta sympathie et ta gentillesse. Effectivement, bon, je t'en dis, on n'a pas envoyé trop de piques quand même, hein, malgré ce qui avait été dit avant. Ouais, c'est vrai que tu as Je- été gentil, hein. Ouais, Ben, ça m'arrive de temps en temps, effectivement. merci. Parce que je rejoins effectivement ce que nous dit René, voilà, que ça a été un live sérieux. Laurent qui nous dit chouette live et chouette personne, un chouette grand moment, j'imagine, un chouette grand merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci Séraphine pour la préparation de ton, j'allais dire de ton grill, oui, hein, de ton portrait ce soir. Merci Sonia pour ta chronique. Et encore une fois, merci à toi, Marissa, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes les questions des personnes qui étaient très nombreux ce soir. Et je rappelle que ce mercredi, à titre exceptionnel, nous recevrons donc effectivement une auteure à 21h, mercredi 30 juillet, Stéphanie Pérez, qui viendra nous parler de ce livre La ballerine de Kiev aux éditions Récamier, qui a eu le prix Cultura 2024. Hein, donc vraiment un moment à découvrir. Donc encore une fois, à 21h, puisqu'elle est, on l'a dit tout à l'heure, journaliste d'investigation et reporter. Donc elle sera sur le plateau de France Télévisions à 20h. Donc forcément, juste après, elle viendra avec nous. Donc c'est vraiment une chance qu'on a. Et en plus, on rappelle que ce sera le dernier live de l'année pour ensuite entamer la saison 2 en septembre. Mais ça, on vous fera un post de rappel. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end. On est vendredi, donc je peux le dire. Très, très bon week-end. Un week-end encore qui va être bien chargé. En tout cas, lisez des livres. Comme l'a dit Marissa, lisez son livre. En tout cas, c'est un livre à découvrir, une plume à découvrir. Allez rencontrer les auteurs sur des salons, puisque Sonia, nous faisons toujours de magnifique rencontre. Très belle rencontre. Voilà, très bien. Et voilà, et ça nous permet effectivement de faire de très belles connaissances dans l'émission. Merci à tous, bon week-end, à mercredi. Je vais juste Mais je vous en rajouter prie. quelque chose. C'est Mais je vous allez en prie. suivre Marissa sur ses réseaux parce que ça vous donne la banane dès le matin. Voilà, Facebook, Marissa Rachel pour sa page, sur Instagram, marissa.rachel, et effectivement la page YouTube, Marissa Rachel. Et juste avant de terminer, puisque c'est mon émission et je fais ce que je veux, je suis animateur, comme dirait Marissa, c'est www.marissarachel.fr, puisqu'on le rappelle que tu es auteur, tu es aussi écrivain, effectivement, tu es aussi photographe, tu fais des ateliers d'écriture, donc voilà, un site internet à découvrir et aller visiter. Merci à tous, bon week-end et à mercredi. Ciao, ciao. Mercredi. Bon week-end.